Alors, électrique ou hydrogène? C'est la grande question du moment, n'est-ce pas? On entend partout parler de ce duel, de cette course effrénée vers le futur, mais et si on se trompait complètement de débat? Les gros titres adorent ça. Une opposition frontale, un match où il ne peut y avoir qu'un seul vainqueur. C'est simple, c'est percutant. Mais est-ce que c'est vraiment la bonne façon de voir les choses? Allez, on va changer complètement de perspective. Oublions la course. Imaginez plutôt une boîte à outils. Pour chaque problème, il n'y a pas une solution magique, mais le bon outil pour le bon travail. La vraie question, ce n'est pas qui gagne, c'est quel outil pour quel usage. Et c'est justement ça qu'on va décortiquer ensemble. Bon, premier outil de notre boîte, ou premier axe si vous préférez, le rendement. On va suivre l'énergie littéralement depuis sa source jusqu'à son utilisation finale pour voir combien on en perd en chemin. Et c'est un point absolument crucial. Pour ça, il y a un concept clé, le rendement du puits à la roue. En gros, ça mesure combien de l'énergie de départ, l'énergie d'une éolienne par exemple, arrive réellement à faire tourner la roue du véhicule. C'est simple, sur 100 unités d'énergie produite, combien en reste-t-il à la fin? C'est ça, le vrai score d'efficacité. Et là, c'est très visuel. D'un côté, la filière batterie. C'est presque une autoroute. L'électricité va du réseau à la batterie, puis au moteur. C'est direct. De l'autre côté, l'hydrogène. Le chemin est un peu plus sinueux. Il faut prendre l'électricité, faire une électrolyse pour créer l'hydrogène, le compresser, le stocker et enfin le retransformer en électricité. Vous voyez, chaque étape, c'est une petite fuite d'énergie potentielle. Et quand on met des chiffres dessus, eh bien le résultat est assez frappant. On parle de 70 à 85% de rendement pour l'électrique, contre seulement 30 à 45% pour l'hydrogène. Pour le dire autrement, avec la même électricité verte au départ, un véhicule électrique peut faire quasiment 3 fois plus de kilomètres. Donc, si le critère numéro 1, c'est l'efficacité pure, l'affaire est entendue. Mais attention, l'histoire ne s'arrête pas là. L'efficacité, c'est une chose, mais il y a un autre critère essentiel, le stockage. Et sur ce terrain-là, l'hydrogène sort sa carte maîtresse, sa densité énergétique. Là, on a vraiment deux philosophies différentes. Une batterie, c'est lourd, c'est volumineux pour stocker de l'énergie. L'hydrogène, lui, c'est un gaz ultra léger. Pour vous donner une idée, sa densité énergétique est de 33 000 Wh par kilo. C'est absolument énorme comparé aux batteries, et ça, pour certaines applications, ça change complètement la donne. Ce n'est pas pour rien que de grands instituts, comme le MIT, considèrent que l'hydrogène est une solution naturelle pour le transport lourd. Pourquoi? Bah oui, demandez à n'importe quel transporteur, le poids, c'est son pire ennemi. Chaque kilo de batterie, c'est 1 kilo de marchandises en moins. Et les conséquences pratiques sont évidentes. Pour un camion, plus de légèreté, ça veut dire plus de charge utile, donc plus de rentabilité. Mais ce n'est pas tout. L'hydrogène, on peut les stocker des mois, par exemple pour utiliser l'énergie solaire de l'été en plein hiver. Et puis, soyons clairs, pour faire voler un avion ou traverser un océan en cargo, le poids des batteries rend la chose quasiment impossible aujourd'hui. Ok, on a vu l'efficacité, on a vu le stockage, passons au troisième axe, et pas des moindres, le nerf de la guerre, l'argent. On va parler infrastructure et coûts. Pour l'hydrogène, il y a un énorme défi, c'est le fameux problème de l'œuf et de la poule. Pourquoi construire des stations s'il n'y a pas de véhicule? Et qui va acheter un véhicule s'il n'y a pas de station pour faire le plein? C'est un vrai cercle vicieux. L'électrique, de son côté, a un avantage de taille. Le réseau est déjà là, on peut se brancher presque partout. Et puis, il y a le prix à la pompe, ou plutôt à la station. En Californie, récemment, le kilo d'hydrogène vert coûtait dans les 30 $. Même avec des aides, on espère descendre à 8 ou 10 $. Mais pour être vraiment compétitif avec l'électrique, il faudrait être bien plus bas, entre 3 et 6,50 $. On voit bien que la marche est encore très, très haute. Et ça, c'est sans parler de l'investissement de départ. Mettre en place tout un système hydrogène, de l'électrolyseur à la pile à combustible, ça coûte bien plus cher que d'installer des bâtis. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Bon, assez de théorie. Voyons comment notre boîte à outils fonctionne dans la vraie vie, avec une étude de cas très concrète. On part en Suisse chez Planzer, un géant de la logistique. L'entreprise devait choisir un nouveau camion pour une mission bien particulière, le transport événementiel. Ça demande donc pas mal de polyvalence. Et regardez un peu leurs priorités pour faire ce choix. L'efficacité, la capacité de charge, la consommation et le coût d'achat. Ça vous dit quelque chose? Mais oui, ce sont précisément les 3 axes qu'on vient d'explorer. Alors le verdict? Eh bien, attention, surprise, le classement final place 3 camions diesel modernes en tête. Les modèles électriques, eux, arrivent seulement après, en 4e et 5e position. Comment c'est possible? C'est simple, c'est l'application directe de notre matrice de décision. Pour leur usage, les camions électriques étaient pénalisés. Pourquoi?
Une autonomie jugée trop juste, moins de charges utiles à cause du poids des batteries, et surtout un prix d'achat presque 3 fois plus élevé. Face à ça, leur choix a été purement pragmatique, ils ont pris l'outil le plus performant pour leurs besoins actuels. Alors, au final, comment on s'y retrouve? Comment choisir judicieusement le bon outil dans cette fameuse boîte? En fait, c'est assez simple à résumer. On va utiliser les batteries quand l'efficacité énergétique est la priorité absolue, quand l'infrastructure existe déjà, et quand le poids n'est pas un problème critique. Pensez voiture, camionnette de livraison, stockage d'énergie sur quelques heures. Et on va sortir l'outil hydrogène quand on a besoin d'une densité d'énergie massive pour stocker de l'énergie sur des mois ou pour faire de très longues distances. Bref, partout, l'électrification directe coince. Et c'est ça le point le plus important. L'hydrogène n'est pas en compétition avec les batteries. C'est l'outil complémentaire, celui qui va nous permettre de nous attaquer aux secteurs les plus difficiles à décarboner. La sidérurgie, la chimie, le transport maritime, l'aviation, le transport routier très longue distance. Tous ces domaines où les batteries seules ne suffiront pas. Donc, pour conclure, oublions cette idée de course. La vraie question pour l'avenir, ce n'est pas qui gagne, mais plutôt, pour ce défi précis, est-ce qu'on a choisi le meilleur outil disponible? C'est en pensant comme ça, avec cette approche de boîte à outils, que la transition énergétique aura le plus de chances de réussir.